Le réalisme en soi est faux de toute façon. Pour quelle C'est-à-dire, raison? vous placez une caméra là, vous m'avez moi ici, et le métro derrière. À ce moment-là, vous faites du réalisme. Ou vous dites faire du réalisme. Mais regardez, le metteur en scène à ce moment-ci, il a tiré à l'opérateur, il a choisi, et il continue de choisir. À partir de ce moment-là, le réalisme n'existe pas, car il y a un point de vue. Donc, disons, pour partir, que le réalisme au cinéma est impossible. Breton a écrit sur le cinéma à plusieurs reprises. Il a dit que c'était le seul mystère absolument moderne. Et il a raconté à plusieurs reprises comment, quand il était à Nantes avec Jacques Vacher en 1917 ou 1918, ils entraient dans les salles de cinéma absolument sans savoir ce qu'ils allaient y voir pour avoir le plaisir de la découverte et de l'émerveillement, pour voir les grands serials comme Fantomas, comme Les Vampires, comme voir Les Périls de Pauline. À la limite, plus les films étaient idiots, plus ils y prenaient de plaisir. Mais il n'était pas question pour eux de faire de filmographie. Ils étaient beaucoup plus sensibles à la beauté des actrices qu'au nom du metteur en scène. Les metteurs en scène ne les intéressaient pas et ils étaient extrêmement sensibles à tous les burlesques. Il y a un personnage qui joue un rôle décisif, c'est Chaplin, qui est admiré alors par tous les intellectuels du monde entier, de tous les pays du monde, par les intellectuels, par les peintres et en même temps par le public le plus populaire. Je veux dire, Chaplin est un personnage absolument fondamental. Il y a un numéro spécial d'une revue qui s'appelle Le Disque Vert. Ils ont fait plusieurs numéros spéciaux. Il y en a un sur le rêve, il y en a un sur le suicide, il y en a un sur Freud et il y en a un sur Chaplin. C'est très, très significatif. Je veux dire, Chaplin, et après Chaplin, des gens comme Keaton sont portés vraiment au nu. Pour eux, pour les surréalistes, ce sont des personnages absolument... L'important dans les films, c'est de passer peut-être dans un autre monde. Donc, il y a un certain nombre de films qui ont un côté féerique, qui sont, dont l'un des plus célèbres est Peter Ibbetson. Il y a aussi des films de Borzage, comme La Femme au corbeau, qui a été cité par les surréalistes à plusieurs reprises. Il y a le fameux Nosferatu, qui est toujours cité par Breton et ses amis, qui sont des films où on a l'impression que s'abolit, qu'il n'y a plus de passage entre le rêve et la réalité. C'est dans le même esprit que les surréalistes admireront, par exemple, le ballet final de Tous en scène de Minelli, ou les grands numéros musicaux qui ont un côté très fantastique des films de Minelli, comme Ziegfeld Follies ou comme Yolande le voleur. Avant Le Chien andalou et avant l'âge d'or de Buñuel et Dali, il y a des tentatives de cinéma expérimentaux, il y a du cinéma d'avant-garde, il y a des films très marginaux qui sont faits par des gens qui connaissent un peu le surréalisme, mais c'est vraiment très épisodique. Et par contre, il y a un des personnages qui joue un rôle majeur dans le surréalisme dans les années 25, 26, 27, c'est Antonin Artaud, qui lui est acteur, et Artaud écrit un scénario qui s'appelle La coquille et le clergyman. Simplement, ce scénario est réalisé par une femme cinéaste proche de l'avant-garde, s'appelle Germaine Dulac, et Artaud et les surréalistes trouvent le résultat absolument déplorable, ils trouvent ça académique, plat, mièvre, et donc la projection, l'avant-première de La coquille et le clergyman sera sabotée par les surréalistes. Découvre le surréalisme, en même temps, je pense que le cinéma, dès les années 20 à Madrid. Il y a un lieu qui joue une importance tout à fait considérable, qui s'appelle la résidence des étudiants, où Buñuel fera, je crois, 7 ans d'études, parce qu'il n'est pas du tout pressé. C'est un fils de bourgeois qui a de l'argent, donc il fait des études à un rythme relativement tranquille. Et ses amis s'appellent Federico García Lorca, Salvador Dali, et un personnage qui n'a rien fait de sa vie, lui, alors qu'il y a trois génies à cette résidence des étudiants, puis il y a un quatrième qui vit tranquillement, qui s'appelle Pépine Bello. Et à la résidence des étudiants,
Aragon est venu, par exemple, faire une conférence en 23 ou 24. Tout le monde lit les revues d'avant-garde, et en particulier les premières revues surréalistes. Elles arrivent à la résidence des étudiants, et Buñuel a toujours dit qu'en particulier, lui et Dali avaient une passion pour les poèmes de Benjamin Péret, parce qu'il les trouvait extraordinairement drôles. En même temps, Buñuel s'intéresse au cinéma et organise des projections, des sortes de séances de ciné-club à cette résidence des étudiants, donc il connaît quand même fort bien ce qui se fait dans le cinéma. Et je pense que c'est en 25 qu'il va s'installer à Paris. Il deviendra assistant de Jean Epstein. Il se brouillera avec Epstein parce qu'il déteste Abel Gans, qui est pourtant le grand cinéaste français. Mais il est loin d'être un ignorant en matière de cinéma, puisqu'il fait de la critique de cinéma dans un journal qui s'appelle Les Cahiers d'Art. Il publie plusieurs articles dans les années 27-28. Et comme sa famille a de l'argent, sa mère un jour lui fait un cadeau, et Buñuel raconte que ses deux sœurs ont eu chacune, je crois que c'est 100 000 francs de dot pour se marier, et comme lui n'était pas une fille et qui n'avait pas de dot, sa mère lui a donné l'équivalent de 150 000 francs pour qu'il puisse faire un film. Chien andalou, c'est un poème. C'est une suite de rêves, ça doit se regarder comme un poème le plus simplement possible. C'est une suite de visions, c'est une suite d'images qui sont pratiquement toutes extraordinaires. Je me souviens de l'émotion que j'ai eue, moi, quand j'ai vu le Chien andalou, je ne sais pas si c'était au Studio Parnasse ou à la Cinémathèque quand j'avais 16 ans, c'est extraordinairement violent. Ce sont des images, ce sont vraiment des images de rêve, ce sont des images totalement oniriques, ce sont des images totalement extraordinaires. Et ça répond, toutes ces images, toutes ces séquences, ce que Buñuel et Dali appelaient les putréfactions, c'était leur langage à la résidence des étudiants. Toutes ces images, je veux dire, ça pourrait être des scènes, des tableaux réalisés par les peintres surréalistes. Ce sont déjà d'ailleurs des images et des dessins de Dali.